Ce podcast vous est présenté par Sendwave, l'application révolutionnaire pour envoyer de l'argent rapidement, en toute sécurité et à moindre coût. Avec Sendwave, envoyez de l'argent facilement vers le Maroc, le Cameroun, la Tunisie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali. Sendwave, ici, là-bas, avec vous. Riyad Mahrez très fort. Riyad Mahrez, la tête d'Aboubacar. Oh la main de Sheikha dur. Mohamed Salah, c'est lui qui vous effraie le plus. Et je suis pas fou, il a sifflé la fin du match là. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Bienvenue dans Can Stories, le podcast des passionnés du football africain et de sa plus belle compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, beIN Sport vous fera vivre en intégralité cette édition marocaine qui s'annonce grandiose. Pour entrer dans l'ambiance, nous vous présentons les 24 équipes en lice, leurs surnoms, leur histoire, leur parcours, ainsi que le joueur à suivre. Dans cet épisode, penchons-nous sur le pays hôte, qui fait aussi figure de grand favori, le Maroc. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Et oui, comme à chaque début d'épisode, arrêtons-nous sur le surnom de la sélection, les Lions de l'Atlas. Un nom fort, éclatant, qui évoque majesté, férocité et puissance. Mais ce roi de la savane a-t-il vraiment sa place au Maroc ? En réalité, oui. Car le lion de Barbarie, aujourd'hui disparu à l'état sauvage, peuplait autrefois l'Afrique du Nord, et notamment les montagnes de l'Atlas. Reconnaissable à sa crinière épaisse et sombre, il fut pendant des siècles convoité par l'homme, utilisé par les Romains dans les arènes, offert comme un animal de prestige dans les cours royales, avant d'être décimé par la chasse intensive au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on ne le trouve plus qu'en captivité, notamment aux eaux de Rabat. Mais son image reste vivante à travers ce surnom, symbole de force et de courage, porté par toute une nation. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Eh bien, le Maroc s'impose comme une grande place du football africain, mais son palmarès continental reste étonnamment modeste. Une seule CAN remportée en 1976, il y a près d'un demi-siècle. À l'époque, seuls 8 pays disputent la compétition et rien ne laissait présager le sacre des Lions de l'Atlas, en conflit avec la CAF après une élimination douteuse en 1972 et un boycott 2 ans plus tard. En Éthiopie, dans un contexte politique troublé, l'équipe dirigée par le Moldave Virgil Maraderescu s'appuie sur sa star, Ahmed Faras. Pourtant, le ballon d'or africain tombe malade dès le début du tournoi, victime de la typhoïde. Remis juste à temps pour la phase finale à Addis Abeba, il guide ses coéquipiers jusqu'au dernier match. Là, un nul suffit face à la Guinée, et c'est à la 88e minute qu'Ahmed Makrou, dit Baba, offre le but égalisateur synonyme de sacre. Le retour au pays est triomphal, accueil populaire, réception par le prince héritier Sidi Mohamed. Depuis plus rien, une finale perdue en 2004 face à la Tunisie, puis une série de désillusions entre 8e et quart de finale depuis 2017, mais après la demi-finale historique du Mondial 2022 au Qatar face à la France, et alors que la CAN revient au Maroc pour la première fois depuis 1988, l'attente n'a jamais été aussi forte au pays du soleil couchant. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? Pays hôte, le Maroc a tout de même disputé les qualifications de la CAN pour du beurre. Dans le groupe B composé du Gabon, du Lesotho et de la Centrafrique, les hommes de Walid Regragui, qui a été conforté dans ses fonctions malgré le faux pas de la CAN 2023, ont enchaîné 6 victoires en autant de rencontres avec 26 buts inscrits. Le tirage lui a réservé un groupe dense mais largement à sa portée. Un match d'ouverture le 21 décembre à Rabat contre les Comores, suivi d'un choc face au Mali le 26, puis d'une affiche contre la Zambie le 29. 3 étapes pour confirmer son statut de favori et lancer enfin une nouvelle épopée des Lions de l'Atlas. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Il y a dans le parcours de Brahim Diaz quelque chose de profondément romanesque. Né à Malaga d'une mère espagnole et d'un père hispano-marocain, il est parti se former très jeune entre les murs prestigieux de Manchester City, sans véritablement réussir à s'y imposer. Mais a-t-il perdu au change en tentant sa chance au Real Madrid ? Grâce à ses performances dans la capitale espagnole, le petit joueur de poche au dribble électrique a longtemps été perçu comme un talent espagnol en devenir. Jusqu'au jour où, à la surprise générale, il décide de répondre à l'appel du Maroc. S'il est parfois discuté, son choix officialisé en 2024, après des mois de discussion, a fait l'effet d'un séisme de Rabat à Casablanca. Et pour le Maroc, attirer un footballeur de ce standing, capable d'évoluer au plus haut niveau européen,
symbolise plus qu'un simple renfort. C'est la preuve qu'un joueur né ailleurs peut se sentir pleinement lion de l'Atlas. Cela s'est vu dès les qualifications pour la CAN, qu'il a terminé en tête du classement des buteurs. À Brahim Diaz désormais de porter le pays jusqu'au Graal, à domicile, et de devenir une icône nationale. Cap au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? La sélection malienne est connue sous le nom des Aigles. Officiellement, l'oiseau représenté sur les armoiries du pays est un vautour, symbole de vigilance et de protection. Mais dans la culture populaire, il s'est vite transformé en aigle, perçu comme plus noble, puissant et fier. Ce surnom s'est aussi nourri d'un épisode marquant et quelque peu cocasse. Au début des années 70, l'entraîneur allemand Karl-Heinz Weigand arrive avec des équipements frappés de l'aigle germanique et les propose aux joueurs de la sélection qui s'en accommodent. Salif Keita, capitaine emblématique et légende du football malien, aurait alors popularisé l'idée d'appeler la sélection les Aigles, un héritage qui perdure encore aujourd'hui. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Si le Mali n'a jamais soulevé la CAN, il s'en est souvent approché. Son plus beau parcours reste la finale de 1972, perdue contre le Congo. Cette édition avait donc pour star Salif Keita, ballon d'or africain 1970 et figure de l'AS Saint-Étienne, qui manqua malheureusement la finale sur blessure. Depuis, les Aigles ont atteint à 5 reprises le dernier carré, la dernière en 2013, et dans les années 2000, 2 grands noms ont marqué l'histoire footballistique du pays, Frédéric Kanouté, meilleur buteur de la CAN 2004 et joueur africain de l'année 2007 avec le Séville FC, et Seydou Keita, cadre du Barça de Guardiola, qui guida le Mali à 2 troisièmes places consécutives en 2012 et 2013. Plus récemment, la sélection s'est arrêtée en quart de finale lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? Le Mali a validé sa qualification pour la CAN en terminant premier de son groupe. Les hommes de Tom Saint-Fé ont affiché une solidité impressionnante, 14 points, 4 victoires, 10 buts marqués pour un seul encaissé. Sans véritable star, mais avec un collectif discipliné, les Aigles avancent comme outsiders. Placés dans le groupe A, ils débuteront face à la Zambie le 22 décembre, un adversaire qu'ils n'ont jamais encore battu dans la compétition. Suivra le choc attendu contre le pays hôte et grand favori le Maroc le 26 décembre, avant un ultime match face aux Comores le 29 décembre qui pourrait sceller leur destin. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Kamori Doumbia. Il a explosé aux yeux de la Ligue 1 un soir de décembre 2023. Pour sa deuxième titularisation avec le Stade brestois, le jeune milieu malien avait terrassé Lorient avec un quadruplé. Ce soir-là, la France découvre ce que les terrains poussiéreux de Bamako savaient déjà. Car la toupie, surnom donné à cause de sa manière virevoltante de tourner autour de ses adversaires, est un joueur différent. Formé à la prestigieuse académie Jean-Marc Guilloux, Kamori impressionne très jeune par sa discipline et sa technique. Repéré par le Stade de Reims, il quitte le Mali à 17 ans. Les débuts en France n'ont rien d'évident. Depuis, son impact est tel que son coach, Éric Roy, a décidé de le repositionner en numéro 10 cette saison. Même avec son physique frêle d'1m70 pour 60 kg, Doumbia compte parmi les dernières espèces d'un poste en voie de disparition. Lui dit s'inspirer de l'international brésilien passé par Liverpool et Barcelone, Philippe Coutinho, et à y regarder, il affiche à peu de choses près le même profil et le même gabarit. Vif, remuant et technique, enclin à donner le tournis aux adversaires. Après une première expérience à la CAN en Côte d'Ivoire, Kamori Doumbia espère enfin véritablement rayonner sur le continent avec les Aigles cet hiver. Cap sur l'Afrique australe, avec la Zambie. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Les Chipolopolo. Un drôle de nom, pas forcément le plus simple à prononcer, mais qui colle à la peau de la Zambie. Il vient du Bemba, l'une des principales langues du pays, et signifie « balle de cuivre ». Avant 1993, la sélection s'appelait les KK11, KK11 en français, en hommage à Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie indépendante en 1964. Mais ce nouveau surnom reflète bien mieux l'âme du pays et son secteur vital, l'exploitation du cuivre et du cobalt, qui représente près de 80% de ses exportations. Sur le terrain, les Chipolopolo veulent incarner la force, la dureté et la fierté nationale liées à cette ressource.
Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? L'histoire de la Zambie reste marquée par le drame de 1993, quand l'avion transportant l'équipe s'est abîmé dans l'océan Atlantique, à quelques centaines de mètres des côtes gabonaises. Mais comment évoquer les Chipolopolo sans se souvenir de 2012 ? Cette année-là, mené par Hervé Renard, il réalise l'exploit absolu, éliminer le Ghana, demi-finaliste du Mondial 2010, mais surtout battre en finale la Côte d'Ivoire de Didier Drogba au tir au but et remporter la CAN. Ce jour-là, nous avons placé la Zambie sur la carte du monde, dira Renard, plus tard dans l'un des épisodes à retrouver par ailleurs dans ce podcast de CAN Story. Depuis, la magie s'est estompée. En 13 ans, la Zambie n'a plus jamais franchi le premier tour de la CAN. Pourtant, son histoire rappelle qu'elle est une habituée du dernier carré, avec 6 demi-finales disputées et 3 finales. Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi ? Et quel va être son programme ? Arrivé en 2022, l'expérimenté Avram Grant, ancien coach de Chelsea, a redonné un cap au Chipolopolo. Après 3 éditions manquées, ils sont revenus à la CAN en 2023 et ont validé leur billet pour le Maroc en dominant leur groupe de qualification, malgré la présence dans celui-ci de la Côte d'Ivoire, qu'ils ont même battu au match retour. En phase de poule, tout pourrait se jouer dès le premier match contre le Mali le 22 décembre. Derrière, il faudra éviter le piège des Comores le 26, avant de défier le pays hôte et grand favori, le Maroc, le 29 décembre à Rabat. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Ce n'est pas un hasard si Hervé Renard a voulu le faire venir à Lille dès ses 17 ans. Des années plus tard, Patson Daka incarne à 25 ans le rêve de tous les jeunes footballeurs zambiens, celui de réussir sur le vieux continent. Rapidement pisté par l'écurie Red Bull, l'attaquant s'envole très jeune pour l'Autriche, d'abord à Liefering, puis Salzbourg où il pulvérise les compteurs, titre national, meilleur buteur du championnat. Tout cela aux côtés d'un certain cyborg, Erling Haaland, qui éclate aussi aux yeux de l'Europe, du foot au même moment. En 2021, Leicester casse sa tirelire et débourse 25 millions d'euros pour s'attacher les services de Daka, qui va devenir le premier Zambien à marquer en Première Ligue. Cette saison, il a entamé sa 6e année avec les Foxes, et avec les Chipolopolo, tout est allé aussi vite. Il fait partie de la génération zambienne qui a remporté à domicile la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2017. Avec Léa, il doit tout de même attendre 2024 pour enfin participer à une CAN, qu'il quittera dès la phase de groupe. Pour la CAN 2025, il est la flèche offensive sur laquelle la Zambie mise. Mais si la route est semée d'embûches, Daka porte avec lui l'ambition de toute une nation qui aimerait créer la même surprise qu'en 2012. Cap sur l'océan Indien pour se pencher sur l'archipel des Comores. Mais au fait, comment surnomme-t-on cette équipe ? Le surnom de la sélection comorienne est pour le moins singulier, les Sélacantes. Mais tout d'abord, petite question, savez-vous ce qu'est un taxon Lazare ? Non ? Ce terme désigne des espèces que l'on croyait éteintes, mais qui réapparaissent soudainement. C'est précisément le cas du sélacanthe, connu uniquement sous forme de fossile depuis des siècles, et qui a refait surface en 1938, lorsqu'une ornithologue sud-africaine, Marjorie Courtney Latimer, a identifié ce poisson hors du commun. Avec son corps massif, sa couleur bleue sombre tachetée de blanc, ses nageoires qui ressemblent à des petites pattes et sa queue unique, il semble tout droit sorti de la préhistoire. Aujourd'hui, c'est dans l'archipel des Comores que vit la plus grande concentration de sélacantes au monde, avec environ 300 individus. Devenu une véritable fierté nationale, il incarne une créature rare, résiliente et surprenante, à l'image finalement de cette équipe des Comores. Et qu'en est-il de leur histoire à la CAN ? Car oui, la sélection comorienne n'a découvert les compétitions internationales qu'en 2010. Il faudra attendre 11 ans de plus pour voir les Sélacantes disputer leur toute première CAN en 2021. Et quelle aventure ! Le petit poussé réalise un parcours mémorable, atteignant les 8e de finale. Leur match contre le Cameroun est resté dans l'histoire. Faute de gardien disponible, blessé ou touché par le Covid, c'est le défenseur Chaker Aladur qui a dû enfiler les gants. Une soirée aussi insolite qu'inoubliable, que nous avons d'ailleurs raconté dans un épisode spécial, à retrouver par ailleurs dans ce podcast CAN Stories. À ce jour, la CAN 2021 reste donc l'unique participation des Comores, avant leur grand retour sur la scène continentale en 2025, au Maroc.
Et maintenant, dans quelles conditions cette sélection se présente-t-elle au tournoi et quel va être son programme ? Les Sélacantes ont brillé lors des qualifications en terminant premier du groupe A, devant la Tunisie, le Gabon et Madagascar, le grand voisin. Leur sélectionneur, Stefano Cusin, s'appuie encore sur de nombreux joueurs de l'épopée de 2021, ce qui pourrait bien être un atout. Mais la tâche s'annonce rude dans un groupe où les Comores ne partent pas favoris. La CAN débutera fort pour eux avec le match d'ouverture contre le pays hôte, le Maroc le 21 décembre, suivront la Zambie le 26 décembre, puis le Mali le 29. Et alors, quel joueur faudra-t-il suivre de près dans cette équipe ? Milieu offensif et capitaine emblématique des Sélacantes, Youssouf Mchangama est né à La Savine, le nom d'un des quartiers nord de Marseille, là où une grande partie de la diaspora comorienne s'est établie. Passé par le centre de formation de l'OM, le jeune Mchangama a finalement traversé les 4 coins de la France pour se forger une belle carrière. Sedan, Troyes, Consola, Le Gazélec, Grenoble, Guingamp. Au total, Mchangama c'est plus de 200 matchs de Ligue 2 et même une saison en Ligue 1. Mais c'est son aventure avec les Comores lors de la CAN 2022 qui lui fait prendre une autre dimension dans son pays. Auteur d'un superbe coup franc lors des 8e de finale face au Cameroun, il symbolise alors l'irrésistible ascension d'un pays jusque-là peu habitué au feu des projecteurs. En 2025, alors âgé de 35 ans, Mchangama est parti jouer en 2e division d'Arabie Saoudite, à Al-Batin. Mais capitaine sur le terrain et meneur dans l'âme, il reste un pion essentiel des Comores pour cette CAN au Maroc.